Prisons surpeuplées et matelas à même le sol, des conditions d'incarcération qui valent à la France de fréquents rappels à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour lutter contre la surpopulation carcérale, le candidat Macron s'était engagé à construire 15 000 nouvelles places de prison, une promesse que la garde des Sceaux entend appliquer, tout en limitant le recours à l'emprisonnement. La peine d'emprisonnement n'est pas la seule réponse pénale face à un délit. Il me semble que nous pouvons mettre en œuvre une palette de réponses pénales qui vont aller du travail d'intérêt général, placement sous bracelet électronique, sursis avec mise à l'épreuve, etc., etc. Et donc le juge qui prononce la peine, il doit avoir en main tous ces outils. Développer ces peines alternatives, un discours qui prolonge celui d'une autre garde des Sceaux, Christiane Taubira. Taxée de laxisme par la droite, qui l'accusait de vouloir vider les prisons et de favoriser les délinquants, la ministre de la Justice du quinquennat Hollande défendait alors sa démarche. Rendre plus efficaces ces alternatives à la prison et à faire en sorte justement que ces peines alternatives ne soient pas des peines avec une suspension de menace de prison, le fameux sursis avec mise à l'épreuve, mais bien une peine en soi qui permette la préparation à la réinsertion. Favoriser la réinsertion en améliorant le suivi et l'efficacité des peines alternatives, c'est désormais aussi le cap du gouvernement. Au point que cet après-midi, c'est le président de la République en personne qui a annoncé la création d'une agence pour développer et encadrer les travaux d'intérêt général. Pour que l'enfermement ne soit pas le seul horizon. Pour que l'incarcération ne soit pas le terreau des extrémismes, des vies échouées, des destins brisés. Abandonner le tout carcéral au profit des peines alternatives, une nouvelle philosophie gouvernementale, mais aussi un chantier de 10 ans, selon les professionnels. Et pour aller plus loin sur ce plateau, Marie Créteneau, bonsoir. Vous êtes responsable plaidoyer à l'Observatoire international des prisons. Erwan Saoudi, bonsoir. Vous êtes délégué régional Paris FO pénitentiaire. Joachim Pueyo, bonsoir. Député Nouvelle Gauche de l'Orne et ancien directeur de la prison de Fresnes et de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Front National. Merci à vous également. Merci à tous les quatre. On l'a entendu, l'idée majeure de Christiane Taubira était de sortir du tout carcéral. On a le sentiment que Nicole Belloubet, Emmanuel Macron s'inscrivent dans cette ligne. Est-ce que finalement Christiane Taubira avait raison et quelle est votre réaction à cette annonce d'agence de travaux d'intérêt général, Joachim Pueyo? C'est une très bonne annonce, mais ceci dit, le travail d'intérêt général existe en France depuis les années 82-83. Et moi, à l'époque, j'étais maire d'une petite commune rurale. Et en 1983, j'accueillais déjà des condamnés au travail d'intérêt général pour des faits mineurs, mais cela ne nécessitait pas l'incarcération. Donc moi, je suis tout à fait partisan du travail d'intérêt général, du placement en chantier extérieur, des mesures de semi-liberté, sous réserve que toutes ces mesures soient bien prises en charge par le service pénitentiaire d'insertion de probation, de façon qu'il y ait une bonne prise en charge et à la fois un contrôle. Si vous avez un contrôle, une bonne prise en charge, l'exécution de ces peines peuvent être efficaces. Ça, c'est mon point de vue pour les courtes peines. D'ailleurs, il y a un mouvement en France. En 2009, la garde des Sceaux de l'époque, Rachida Dati, avait proposé déjà des aménagements de peine pour toutes les peines inférieures à 2 ans d'emprisonnement. Donc c'est pas nouveau. Nous avons une continuité. L'idée, c'est de le développer. Mais il faut le développer. Mais si on veut le développer, il faut créer des postes pour le suivi, pour la prise en charge et pour le contrôle. Parce que s'il n'y a pas de suivi, ce serait un échec. D'autre part, je tiens à rappeler quand même que vous avez beaucoup de condamnés qui exécutent des peines en milieu ouvert. C'est plus de 170 000 condamnés qui actuellement exécutent des peines en milieu ouvert. Donc, c'est pas nouveau. Simplement une continuité, le fait de renforcer effectivement une structure pour accueillir les condamnés au travail d'intérêt général, c'est bien. On demande souvent aux collectivités locales, on demande souvent aux associations, mais souvent il y a des hésitations parce qu'il y a un manque d'encadrement. Alors, je vais vous faire réagir tous dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute la réaction de Marine Le Pen cet après-midi, après cette annonce d'Emmanuel Macron. Pour elle, c'est du laxisme pur et simple. Écoutez. Donc je ne crois pas à ces méthodes. Encore une fois, je pense que la seule chose valable, c'est de construire des prisons. Ça fait 30 ans que ça dure. Bon, par conséquent, encore une fois, je vous le dis, il y a aujourd'hui un grand plan de vente du patrimoine de l'État. Eh bien, arrêtons de vendre le patrimoine de l'État et transformons des bâtiments qui sont faits pour accueillir du public en centres pour primo-délinquants, en centres semi-ouverts. Ça permettrait effectivement de lutter contre cette surpopulation carcérale tout en appliquant les décisions de justice. Parce que c'est quand même ça l'objectif.
Jordan Bardella, les mesures annoncées par Emmanuel Macron et notamment celle-ci, cette agence de travaux d'intérêt général, pour vous, ce sont des mesurettes, c'est une forme de laxisme. Comment vous jugez ces mesures ? Je crois que c'est un nouveau signal de laxisme inquiétant que vient de lancer ici le président de la République. Madame Taubira est partie, mais ses idées demeurent. C'est un peu Christiane Taubira sort de ce corps et moi je suis navré. Je pense que les délinquants qui sévissent dans un certain nombre de quartiers et même de criminels d'ailleurs, je pense, doivent bien s'amuser en voyant le laxisme que s'apprête encore à continuer Monsieur Macron. S'agissant de la situation dans les prisons, elle est tout aussi dramatique puisque je rappelle quand même que 80 000 à 100 000 peines de prison ne sont pas appliquées chaque année faute de places suffisantes. Je rappelle également que 1700 détenus dorment sur des matelas à même le sol. Nous avons une situation carcérale qui n'est plus tenable aujourd'hui dans notre pays. Moi je tiens évidemment à apporter mon soutien au personnel qui travaille dans des conditions parfois difficiles et dans l'abandon. Il est honnête de le constater de la part de nos dirigeants. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut mettre en place un véritable plan carcéral. Nous manquons de 40 000 places de prison pour atteindre ne serait-ce que la moyenne européenne. Il faut converger vers cet objectif et cesser ce laxisme à tout bout de champ. Je crois que les Français attendent un État qui assure ses missions régaliennes et je crois qu'il faut aujourd'hui restaurer le vivre en paix dans le pays. Et M. Macron, en continuant la politique de Christiane Taubira, envoie un message encore une fois dramatique et inquiétant pour nos compatriotes. Marie Créteneau, il vient d'annoncer, de parler de plusieurs chiffres. Ce sont des chiffres que vous validez ? Pas totalement, mais je voulais revenir sur la question du laxisme. Et là, on entend dire que ça fait 30 ans que ça dure ce type de politique. Ça fait 30 ans que ça dure ces accusations en laxisme dès qu'on parle d'autre chose que la prison. Ça, c'est assez insupportable. Et il y a une sorte d'entêtement et d'aveuglement là-dessus de ne pas voir en fait les effets de ce type de politique. Aujourd'hui, une des mesures les moins efficaces, c'est la peine de prison. Les taux de récidive, c'est là où ils sont les plus importants par rapport aux peines alternatives. C'est 61% de recondamnation dans les 5 ans. En peine alternative, on chute à 39%. Donc vous nous dites que la prison, c'est pas efficace. Elle a démontré son inefficacité. Après, c'est qu'il y ait, en termes de prévention de la récidive, qu'elle soit utilisée à des fins de neutralisation dans certains cas. Et pour souvent protéger la population. Pour protéger, mais il faut aussi bien penser que cette neutralisation, elle est temporaire. Enfin, c'est à part, et même dans le cas des perpétuités, normalement, en principe, toute personne a vocation à sortir ou du moins avoir la possibilité d'espérer pouvoir sortir. Vous comprenez que c'est difficile à entendre ça pour une population, pour l'opinion qui a peur. Là, on lui vend une solution qui produit de l'insécurité, alors qu'il y a des mesures qui coûtent moins cher, qui sont plus efficaces et qui sont une réponse pénale. Enfin, de considérer, on devrait avoir une approche de la sanction non pas sous l'angle purement punitif, comme s'il allait empêcher quelqu'un de recommencer. Une sanction, elle doit favoriser une sortie de délinquance. Et pour ça, il faut non pas détruire les personnes, mais avoir une logique donc d'agir sur les facteurs de passage à l'acte et un accompagnement. Et les mesures alternatives permettent véritablement ce travail de passage à l'acte, ou même quelqu'un qui, par exemple, qui a une problématique de violence. Qu'est-ce qu'on fait ? On le plonge dans un milieu où c'est la loi du plus fort, où il y a de la violence extrême. Donc la solution, c'est de le laisser sortir. Absolument pas. Plutôt que de changer les conditions carcérales. Non, elle parle justement d'alternative. Solution. Je ne suis pas en train de dire le laisser sortir, je suis en train de dire d'agir sur les facteurs de passage à l'acte. C'est absolument pas. J'aimerais entendre Erwan Saoudi Saoudi qui n'a pas encore parlé. Du tout carcéral, de penser la sanction, de qu'est-ce qui va être le plus utile. Et au moins se permettre cette réflexion, pas se bloquer. Oui, aujourd'hui, pour faire de la prison, il faut quand même y aller, permettez-moi. Non, parce ça, que c'est faux. Ça, on voit dans un certain nombre de cas des délinquants multirécidivistes qui passent systématiquement par les cases commissariats et qui passent par les cases prison quelques mois avant d'être mis en liberté. Je crois qu'il y a un véritable deux poids, deux mesures et la justice doit aujourd'hui être du côté des victimes, ce qui n'est absolument pas le sens de la démarche. Là-dessus, c'est qu'à mon avis, pour régler le problème de la surpopulation, il y a plusieurs leviers, dont peut-être les propositions de Mme Belloubet. Maintenant, il y a quand même une réalité carcérale aujourd'hui, c'est la surpopulation, qui est franchement endémique, qui date depuis des années et qui pose vraiment des problèmes de sécurité à l'intérieur. Et Marie Créteneau qui nous dit finalement la prison est contre-productive, ça n'aide pas. Non, je ne suis pas convaincu de ça. Ce qu'il faut, c'est surtout que le temps d'incarcération soit utile à la personne détenue, c'est-à-dire d'avoir des conditions de détention qui soient acceptables, dignes, autant pour les personnels qui travaillent à l'intérieur, mais également aussi pour les personnes détenues. Puisque finalement, toute cette agressivité ressort aussi sur le personnel. Alors en préparant cette émission, je vais vous faire réagir dans un instant. Partout en Europe, apparemment, le nombre de détenus a baissé, sauf en France. Comment on explique cela, Joachim Pueyo ? Et je vous laisse réagir à ce qui vient d'être dit. Je crois que tout dépend effectivement du code pénal. Ce qui est important, à mon avis, c'est donner les moyens à la justice d'appliquer les décisions qu'elle prend. Alors actuellement, on a des difficultés. Donc moi, je veux pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? La justice condamne, par exemple, elle envoie quelqu'un en prison et la prison ne peut pas recevoir. Une peine d'emprisonnement, c'est pas par hasard.
Il y a eu une étude du dossier, il y a eu une étude très fine des faits qui amène le magistrat à prendre une décision d'écrouer un détenu parce qu'effectivement, il y a une histoire, parce qu'il y a peut-être des faits qui sont multipliés, etc. Et lorsque vous mettez un détenu dans une prison où il ne peut pas être seul en cellule, où il doit dormir sur un matelas, c'est là que le problème commence à se poser. Donc il faut absolument que les moyens soient accordés pour que la justice soit appliquée dans des meilleures conditions. Et donc moi je ne veux pas opposer d'ailleurs les peines hors prison et les peines dans la prison. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de discernement, il faut individualiser les décisions de sanctions. Et je ne pense pas que d'ailleurs que les magistrats soient laxistes. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Lorsqu'on annonce une programmation de 15 000 places, je crois que c'est nécessaire, effectivement, de créer des places de prison, non pas pour empêcher les peines hors prison. Au contraire, on démontre, on a des chiffres conséquents, mais pour permettre à la fois aux surveillants de travailler dans des bonnes conditions, au personnel pénitentiaire et hors pénitentiaire. Vous avez des enseignants, vous avez des éducateurs, des assistants sociaux, vous avez effectivement des médecins. Et le fait qu'il y ait cette surpopulation, eh bien, on voit les conséquences importantes. Donc, il faut absolument construire, tout en veillant effectivement à ce que les lois qu'on a votées, et moi je suis partisan de la contrainte pénale, pour certains condamnés, ça peut être plus utile. D'ailleurs, les surveillants ne s'opposent pas, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur, aux peines hors prison. Les surveillants, eux, ce qu'ils demandent, c'est... J'ai jamais dit ça, monsieur. J'ai dit qu'ils travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles et que les gouvernants avaient trop tendance à l'oublier. Les surveillants ne sont pas forcément contre les déplacements extérieurs, la semi-liberté, le travail d'intérêt général. Ce qu'ils souhaitent, eux, c'est davantage de moyens pour exercer leur travail avec plus d'efficacité. Effectivement, lorsque vous avez affaire à une prison dans laquelle vous avez 3 détenus par cellule et que normalement c'est un détenu, vous voyez très bien que les problèmes que cela pose pour le surveillant. Je vous remercie, je suis d'accord. Une chose qui est sûre, c'est que c'est pas la contrainte pénale qui va permettre de faire baisser la surpopulation en maison d'arrêt, dans le sens où, de toute façon, aujourd'hui, ces petites peines, on les a pas en maison d'arrêt. On est dans des surpopulations telles que il y a un choix qui est fait, c'est qu'on incarcère en maison d'arrêt que des peines longues. C'est pour ça qu'effectivement, il y a plein de peines qui ne sont pas appliquées parce qu'on n'a pas le parc immobilier pour le faire. Marie Créteneau, je vous vois trépigner, réagir. Qu'est-ce qui vous fait... Ça me fait penser que j'ai oublié la question des peines dites non exécutées ou qui ne seraient pas appliquées. C'est des peines qui sont en application de la loi, avec le principe que l'aménagement de peine doit être favorisé. Enfin, en tout cas, du moins, le recours à l'incarcération doit être limité. Donc, les peines de moins de 2 ans, il y a possibilité en fait que la situation soit examinée par un juge d'application des peines et que la peine soit aménagée sous forme d'un bracelet électronique. Et donc, autre chose que la prison et l'incarcération. Et donc, ces peines-là qu'on dit non exécutées, elles sont en attente d'exécution. Alors après, on peut dire que ça ne va pas assez vite, que... Ok, d'accord, mais il y a un problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème, mais moi je serais pour renforcer les moyens justement des magistrats et du milieu ouvert et de permettre ça, mais juste pour dire que ce n'est pas des peines non appliquées. Ensuite, les longues peines en maison d'arrêt, la durée moyenne de détention, on est quand même à 8 mois, on ne peut pas dire qu'on soit sur des peines extrêmement longues. Après, et on a encore énormément de mandats de dépôt avec des peines de 6 mois. Vous voulez dire que toutes ces peines-là pourraient être 19 peines autrement qu'en prison? Mais aujourd'hui, si tous les gens qui ont un reliquat de peine de moins d'1 an avaient un aménagement de peine comme la loi le prévoit, on n'a pas de surpopulation. Mais ça, il faut aussi en prendre conscience. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Le problème, c'est l'application de la loi. Est-ce que la loi est équilibrée en France? Je pense que oui. Il y a eu effectivement des lois successives. Nous avons des lois équilibrées. Donc, par contre, il faut donner les moyens à la justice que l'application se fasse dans des bonnes conditions. Actuellement, c'est difficile. Et c'est pour ça que la peine, elle manque de sens si effectivement on écroule des détenus dans des établissements surpeuplés. Et là, on voit toutes les conséquences. Donc, c'est pas une question d'être laxiste ou pas laxiste. À mon avis, c'est une question de moyens qu'on doit mettre sur la table. Ensuite, de moyens et de réorganisation. Quand vous avez, par exemple, 170 000 condamnés qui sont suivis en milieu ouvert, il faut des services d'insertion pénitentiaire si on veut que ce soit efficace au niveau de la prise en charge. Est-ce que ces peines en milieu ouvert sont plus ou moins efficaces que celles qui sont exécutées en milieu fermé? C'est pas forcément les mêmes profils, c'est pas forcément les mêmes détenus. Moi, je pense que la prison, elle peut être utile quand vous écrouez, par exemple, des criminels ou des multirécidivistes qui mettent des difficultés dans la vie quotidienne de nos concitoyens. La population. Jean-Marc Bardella, s'il vous plaît. Il faut pas opposer. Moi, j'aimerais également apporter un complément. Au lieu
de libérer les criminels, comme vous semblez le proposer. J'aimerais qu'on commence par libérer des places. On ne propose pas de libérer les criminels. On va essayer de ne pas être dans la caricature. Permettez-moi, j'aimerais qu'on commence par libérer des places et qu'on revienne notamment sur la double peine. Combien d'étrangers purgent aujourd'hui des peines en France? J'aimerais qu'on revienne sur la double peine qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy et qu'un criminel ou délinquant étranger purge sa peine dans son pays d'origine. J'aimerais que, si cela, sous réserve d'accords bilatéraux, comme c'est le cas, est-ce que ça enlèverait beaucoup de monde dans les prisons? J'aimerais, allons sur ces thématiques. Moi, on a une conférence de presse ce matin à Nanterre pour évoquer ce qui s'est passé hier à Calais, où un migrant a commis un viol sur une Calaisienne qui sortait de son travail. On en a malheureusement trop peu parlé dans la presse. Et j'aimerais savoir ce qu'on va faire avec ce monsieur. Est-ce qu'il va bénéficier de l'administration pénitentiaire française ou est-ce qu'il va être expulsé du territoire national? La question se pose. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la double peine que M. Sarkozy a supprimée. Permettez-moi, les criminels et délinquants étrangers n'ont rien à faire sur le territoire national. Est-ce que ça participe de la surpopulation carcérale, oui ou non, en termes de chiffres? Très peu. Le droit français, il est très précis. Lorsque vous commettez des faits délictuels ou des faits criminels sur le territoire, c'est une juridiction française qui condamne et l'exécution des peines se fait en France. Ensuite, il y a des accords quelquefois pour que le détenu condamné termine sa peine dans son pays d'origine à la demande soit de l'intéressé, etc. Donc il y a des accords, bien évidemment. Donc on ne va pas chambouler tout le code pénal. Je crois que le code pénal, il existe, il est équilibré, il faut le maintenir. Ce qui nous manque, c'est effectivement des moyens. Ce principe, je peux vous dire qu'on aurait évité un certain nombre d'attentats. Parce que combien d'auteurs d'attentats sur le terrorisme national se sont rendus coupables de crimes ou de délits? Le criminel de Marseille, par exemple, avait commis un crime, avait été condamné et il demeurait sur le territoire national. De même que pour le terroriste de Nice, qui avait été condamné pour 6 mois auparavant et qui était de nationalité tunisienne. Je sais bien que la vérité vous dérange, mais il faut quand même la rappeler aux Français, et les Français connaissent la vérité de toute manière parce qu'ils sont dans la vraie vie. Mais la vérité ne me dérange pas du tout. C'est un problème d'exécution des décisions encore de justice. Lorsque quelqu'un est interdit de rester sur le territoire français, c'est comment on met en place l'exécution de cette décision. Également pour les expulsions. Ça n'a rien à voir avec la justice, une question d'exécution. Nicole Belloubet, invitée de Public Sénat, a détaillé quelques-unes de ses autres propositions pour sortir de ce tout carcéral. Elle a notamment évoqué ses quartiers de préparation de sortie. Écoutez. Ces détenus, un jour, sortiront de prison. Et il faut donc que nous puissions les accompagner dans ce parcours de détention. Or, un détenu qui est en fin de peine, qui est détenu pour des raisons diverses qui ne sont pas des raisons de terrorisme, il faut qu'il soit dans des structures qui lui permettent de préparer sa sortie. C'est ce qu'on appelle les quartiers de préparation à la sortie. La construction, c'est pour répondre à votre question initiale, la construction de ces quartiers de préparation à la sortie est plus rapide qu'une maison d'arrêt hyper sécurisée. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons pouvoir progresser dans la construction des 15 000. Oui. Erwan Saoudi, j'aimerais vous entendre. Nous, on est absolument pas contre cette idée, qui me paraît bonne. Après, elle pourrait s'appliquer, je pense, encore à plus de catégories de détenus. Je pense, de quoi on parle exactement? Ce sont des sas de décompression? En fait, ça va être des structures à sécurité légère, sans mirador, qui sont facilement, qu'on peut construire rapidement et qui va donc pouvoir proposer de désengorger nos maisons d'arrêt, qui est franchement le du problème. Ça existe déjà. Il y a des établissements qui ont des quartiers de préparation. Et alors ça marche? On a un petit peu de recul. Ça fonctionne bien parce que lorsqu'un détenu est à 2 mois de sa libération. Je crois que c'est important de mobiliser sa libération sur la réinsertion. Autrement, c'est pas bien pour la société et même pour l'équilibre et même pour la sécurité. Donc on a intérêt, lorsqu'un détenu voit sa fin de peine arriver, de mieux préparer sa sortie avec ce qu'on appelle des centres pour peine aménagée ou des quartiers de préparation à la sortie. On a fait des expérimentations, ça fonctionne relativement bien. Donc ça, je crois que c'est plutôt dans le bon sens. Il faut le faire plutôt que des sorties sèches. Marie Crétenot, sur ces quartiers de préparation à la sortie? Jusqu'à maintenant, ils ont été en fait assez peu utilisés. En tout cas, il y a des variations très importantes sur le territoire. Mais au-delà de ça, si on a une approche de penser la sortie des personnes incarcérées en venant venir en fait les services sociaux de droit commun, l'extérieur, favoriser l'élaboration de projets d'insertion, très bien. Simplement, c'est résiduel par rapport à l'ensemble du parc carcéral. Ça devrait être pensé plus globalement.
Et je voulais revenir sur un aspect, c'est qu'on n'a pas parlé des 15 000 places de prison, parce que là, on nous parle de développer les alternatives. Mais les 15 000 places de prison, ça va coûter 1,4 milliard. On a déjà une dette de 5,7 milliards au titre de construction passée. Et il y aura une ardoise de plus de 3 milliards pour le prochain quinquennat. Donc vous dites qu'il ne faut pas construire plus de places de prison? Non, parce qu'on n'a pas besoin, on a trop de détenus. Non, il faut quand même investir à la hauteur. Attendez, on va juste la laisser terminer son raisonnement. On a trop de détenus, et si aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, si tous les gens en reliquat de peine de moins d'1 an, 19 000 en maison d'arrêt, bénéficiaient d'un aménagement de peine, favorisé par ces QPS, on n'a plus de surpopulation. On a un phénomène de surincarcération qui s'est produit par des effets de politique pénale sans augmentation par ailleurs de la délinquance, quelles que soient les représentations. Vous voulez dire qu'on a envoyé en prison, les juges ont envoyé en prison sans vérifier qu'il y avait des places et qu'il y avait... C'est l'effet il y a plusieurs mécanismes. Il y a l'effet des comparutions immédiates où en réalité les magistrats n'ont pas le temps d'apprécier la situation des personnes et donc recourent de manière assez un peu automatique à des peines d'emprisonnement avec des aménagements de peine qui ont eu du mal à se développer parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, notamment le placement à l'extérieur qui est face à une baisse de crédit relativement importante, notamment cette année. Et aujourd'hui, dans le crédit les budgets 2018, on a une baisse de ce qui est dévolu au placement sous surveillance électronique, baisse que dévolu au placement à l'extérieur. Donc on peut nous faire des annonces et nous, on va les soutenir, ces annonces pour le TIGE, pour le développement des alternatives. Mais il n'y a pas de traduction budgétaire. Alors il y a un sujet sur lequel l'incarcération provoque un débat particulièrement houleux, c'est la question des djihadistes. Il y a quelques jours, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence LR, a été très clair. Tous ceux qui reviennent de combats en Syrie doivent être enfermés. Nicole Belloubet lui a répondu ce matin sur Public Sénat. Moi, ce que je demande, c'est l'enfermement immédiat de tous les djihadistes qui sont revenus en France. Présomption de culpabilité? Non, pas présomption de culpabilité. On a tout l'arsenal pénal, monsieur Tréhard. Tout l'arsenal pénal qui permet de le faire. Ils peuvent être poursuivis pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Ils peuvent être poursuivis par le biais de l'intelligence avec l'ennemi ou du crime de haute trahison. Ce que je demande donc au gouvernement, c'est qu'on arrête de ce point de vue de fermer les yeux. Il est temps de réagir. Sans doute, M. Wauquiez est-il mal informé, car aujourd'hui, lorsque une personne revient des terrains de combat, Syrie, Irak, elle est systématiquement présentée au parquet de Paris, qui, vous le savez, a la compétence pour l'antiterrorisme. Joachim Pueyo, ça vous fait beaucoup réagir. Oui, mais bien sûr, moi je suis d'accord avec le garde des Sceaux. Franchement, tous ceux où nous avons actuellement 500 détenus qui sont écroués pour des faits liés au terrorisme. Donc, ce qui veut dire que la loi s'applique. Et je crois que c'est quand même étonnant qu'on mette toujours en question les magistrats. Moi, je voudrais dire que les magistrats en France font du très bon travail. Alors, c'est pas facile avec les moyens qu'ils ont actuellement, avec les tribunaux qui sont surencombrés. Il n'y a pas suffisamment de magistrats, il n'y a pas suffisamment de greffiers. Donc, il faut le rappeler, ça. Mais actuellement, la loi permet effectivement à un magistrat d'écrouer quelqu'un qui revient de Syrie et qui a commis probablement des faits sur ces terrains, ces terrains de combat. Donc, la différence entre le discours de Laurent Wauquiez et celui de la garde des Sceaux, c'est que lui dit qu'il faut les enfermer tout de suite, parce que de toute façon, il y a soupçon et il y a enquête possible, le droit le permet. Et Nicole Belloubet dit ils sont présentés à un juge et au cas par cas, on voit si on les incarcère ou pas. Nous sommes dans un état de droit. Il ne s'agit pas ici de mettre en place un dispositif administratif. Nous sommes dans un état de droit. Donc c'est la justice qui prend les décisions. Actuellement, nous avons 500, on en aura probablement plus. Et je crois que c'est un sujet pour la prison. 1500 détenus qui sont radicalisés, 500 qui sont écroués pour des faits terroristes. Il y a une question de prise en charge qui va se poser rapidement. C'est décidément un problème qu'on n'arrive pas à gérer. Hein, je suis déjà évidemment ravi que M. Wauquiez nous rende hommage systématiquement dans ses propositions, en reprenant les propositions du Front National et de Marine Le Pen. Ça, c'est de la politique, c'est pas le débat de ce soir. Oui, c'est à son sens. Je crois effectivement que nous avons l'arsenal nécessaire pour incarcérer les djihadistes potentiels quand ils reviennent sur le territoire national, avec notamment l'article 411-4 du Code pénal qui permet d'incarcérer pour intelligence avec l'ennemi. Ce qui est d'ailleurs d'autant vrai pour les fichiers S pour radicalisation sur le territoire national, dont on sait qu'ils s'apprêtent à commettre des attentats sur le sol français. Donc évidemment, ces djihadistes doivent passer immédiatement par la case prison. Et juste, je compléterai votre chiffre, vous évoquez 500 terroristes potentiels. Aujourd'hui, il y a 1500 détenus radicalisés. Je l'ai dit, monsieur. Très bien. Autant pour moi, 1500 détenus radicalisés dans nos cellules. Et je crois aussi que la prison est sous une certaine mesure un incubateur de la radicalisation. On a vu de nombreux délinquants, criminels, passer par ce phénomène hybride, c'est-à-dire passer de la délinquance à la criminalité, puis
à la radicalisation, notamment par la case prison. Donc je crois que cette mixité carcérale pose aussi un problème. Il va falloir travailler sur loin les de préparer la réinsertion, la prison radicalisée. Erwan Saoudi, vous Alors nous, Gilles Kepel d'ailleurs a travaillé là-dessus. Force ouvrière, on est un peu sur l'avis des djihadistes sur cette idée-là de créer des établissements particuliers. On les isole, on les met à part. À accueillir cette typologie de. Pourquoi c'est si compliqué que ça à gérer dans votre quotidien? Bien sûr, parce que l'agent lambda a besoin d'une formation pour appréhender ces détenus. On a besoin aussi d'une sécurité qui est nettement supérieure à ce qui se passe aujourd'hui dans nos maisons d'arrêt. Le problème, c'est d'avoir ces djihadistes qui sont avec le tout venant et qui, du coup... Mais ils sont identifiés, ces hommes, et ils essayent de convertir les autres. Quel est leur pouvoir dans ces prisons? Alors, pouvoir, il peut être énorme. Ils partent en cours de promenade avec les autres, ils vont dans les activités avec les autres. Et ça, encore une fois de plus, le fait de la surpopulation et le manque de personnel, il y a une surveillance qui est, on va dire, limitée. Ce que nous, on souhaiterait à Force ouvrière, c'est vraiment des établissements dédiés à cette surveillance avec un professionnalisme et une approche plus fine pour les djihadistes. Attendez, Marie Crétenot ne s'est pas encore exprimée sur ce sujet. Des établissements à part pour les djihadistes, vous cautionnez cette idée? Sur tout ce qui est retour de Syrie ou d'Irak, c'est-à-dire que si on ne distingue pas parmi les personnes, les parcours qu'ils ont eus, ce qu'ils y ont fait, comment ils rentrent, dans quelles conditions ils rentrent, et psychiquement, et si on met tout le monde ensemble, sans distinction, ça ne va pas produire de bons effets. Pour vous, ça va être de l'embrigadement supplémentaire? Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont revenues, qui ont voulu revenir parce qu'elles ne pouvaient plus supporter ça, ou qui sont en désaccord. Si par principe, parce qu'ils y sont allés, on les incarcère, on les met avec les autres, qu'est-ce qui va se passer? C'est soit des logiques de réembrigadement, soit et de pression. Il faut forcément avoir une réponse individualisée. Donc il faut là-dessus, il faut y aller avec quand même une analyse et pas être dans une logique binaire où le principe c'est incarcération et incarcération dans des établissements spécifiques. Après, la question, elle est complexe, mais vraiment là-dessus, moi, c'est vraiment distinguer les Joachim Pueyo, puis... Moi, je voudrais dire que l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, avait fait des propositions très concrètes. Créer des unités pour détenus violents dans les maisons centrales pour effectivement écarter les détenus les plus radicalisés du reste de la population pénale. Ce qui devrait être mis en place. 100 places. 200 autres places dans les maisons d'arrêt à l'isolement. Donc, effectivement, il faut isoler pour éviter la contagion. Jordan Bardella, vous vouliez Et puis également, il y a une question du renseignement pénitentiaire, parce qu'il faut que les renseignements pénitentiaires aient des moyens pour observer et détecter les détenus qui sont en voie de radicalisation. Je crois que c'est très important, très important de le rappeler, parce qu'effectivement, on a dans les établissements pénitentiaires des détenus très fragiles sur le plan psychologique et qui peuvent être influencés effectivement par des prêcheurs de haine, par cette idéologie que nous voyons, dont nous voyons les dégâts. Je rejoins évidemment la proposition que vous avez formulée de créer des établissements dédiés, spécifiques, pour pouvoir isoler ces individus qui sont des bombes humaines. Et j'ajoute un petit complément à ce que j'ai dit tout à l'heure, s'agissant des djihadistes français qui partent à l'étranger. Si on pouvait éviter de leur verser des allocations familiales, je pense que ce serait pas mal. Voilà, 20% des djihadistes reçoivent des allocations familiales, et j'aimerais que le gouvernement soit beaucoup plus vigilant et ferme là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.